Bonjour, je suis Anne et je suis organisatrice de voyages respectueux de l'environnement. Si vous cherchez comment on fait pour voyager autrement, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode d'Un pays, un train, on part à la découverte d'un nouveau pays, de sa culture, de son histoire, et je vous donne tous les moyens pour vous y rendre sans trop polluer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un pays, un train. Après le Luxembourg pour le dernier épisode, cette fois on change d'échelle et je vous emmène à l'autre bout du monde, à l'extrémité du continent asiatique, en Corée du Sud. Bon attention, je vais dire Corée tout du long de cet épisode pour faire simple, mais on parle bien de la Corée du Sud, et non pas de la Corée du Nord, qui n'est pas du tout le même pays. Donc c'est un pays qui est 5 fois plus petit que la France, et qui est très montagneux, et comme il y a 50 millions d'habitants, ça fait que la population est très concentrée à certains endroits, et que l'on voit un petit peu partout des grandes tours pas très jolies dans le pays. Et la capitale de la Corée, c'est la ville de Séoul, et on dit Seoul en coréen. Moi, je suis déjà allée en Corée du Sud, comme pour tous les épisodes de ce podcast, on visite uniquement des pays que j'ai déjà visités, mais cette fois, une seule fois, en 2024, pendant la période des cerisiers en fleurs. Je suis partie 3 semaines en Corée, en compagnie de mon ami Yejin, qui est justement notre invité du jour. Bonjour Yejin, merci d'être là. Bonjour Anne. Est-ce que tu pourrais nous dire ton lien avec la Corée? Parce que moi, je t'ai rencontré en France, il y a déjà pas mal de temps maintenant, et t'as fait une partie de ta scolarité en France, mais t'es bien coréenne. Et c'est drôle parce que quand je t'ai rencontré, la Corée n'était pas du tout connue ni à la mode, et d'ailleurs, beaucoup de gens la confondaient avec la Corée du Nord. Et aujourd'hui, beaucoup de gens rêvent d'y aller, apprennent le coréen, il y a des restos coréens partout, donc c'est impressionnant de voir à quel point en 10 ans ça a changé. Mais du coup, je reviens à ma première question, est-ce que tu pourrais nous dire ton lien avec la Corée, un peu particulier avec la France en même temps? Donc je suis coréenne, maintenant je suis naturalisée française, donc je suis française aussi, mais j'ai été plutôt coréenne. Je suis non née de parents coréens, j'ai passé la plupart de ma vie en Corée jusqu'en 2012, donc je suis venue au lycée en France. Au tout début, personne ne connaissait pas trop vraiment le pays, jusqu'à après en 2012, il y a quand même eu Gangnam Style. On t'a beaucoup embêté avec ça, je pense Exactement. D'ailleurs à l'époque. Exactement, mais donc voilà, et puis... maintenant, je travaille en France, donc je suis toujours en France, mais je retourne quand même assez souvent dans mon pays, vu que je suis quand même coréenne aussi. Et j'ai un peu de la famille, toute la famille en fait reste là-bas. Et en Corée, c'est une langue assez intéressante, puisqu'elle est reliée à aucune autre langue. Alors tu peux me corriger si c'est faux ou pas, Non, mais d'après ce que j'ai compris, il n'y a aucune autre langue de nos jours qui est reliée au coréen. Et contrairement aux chinois ou aux japonais qui ont des idéogrammes, c'est un alphabet comme en France. Et donc c'est quelque chose qui a été fait il y a très longtemps pour simplifier les caractères qui existaient déjà par un roi qui voulait justement promouvoir l'éducation en Corée, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. J'ai noté qu'il y avait quand même pas mal de gens qui parlaient anglais en ville, par contre. Dans certains magasins, il y a des gens qui parlaient pas anglais. Et je sais qu'avec ta famille qui habitait à la campagne, par exemple, j'ai pas pu échanger en anglais, donc c'est quand même une barrière dans certains endroits où vous pourrez pas parler anglais avec tout le monde. Non. Je pense que c'est vraiment les années 90, donc c'est plus ma génération qui commence à bien parler anglais, mais avant non. Okay. Donc la génération de nos parents, on va dire la cinquantaine, qui ont la cinquantaine aujourd'hui, c'est rare de voir des personnes qui parlent bien anglais. Je trouve ça super intéressant de s'intéresser à l'histoire de la Corée du Sud, parce que c'est une histoire que nous, on n'apprend pas du tout à l'école en France, donc ça m'intéresse de me pencher là-dessus. Yejin, tu peux me corriger si je dis des bêtises, mais la Corée, elle a une histoire millénaire, donc je vais être obligée de résumer et de raccourcir un petit peu. Oui. En gros, l'histoire que l'on connaît, elle commence quelques siècles avant Jésus-Christ, au 4e et 3e siècle. À l'époque, il y a un royaume qui se forme, c'est le Joseon ancien, et ensuite, pendant plusieurs siècles, il y a plusieurs royaumes qui prennent le pouvoir alternativement et qui règnent sur une partie de la Corée. Et jusqu'en 668, après Jésus-Christ, c'est principalement 2 royaumes qui couvrent la péninsule coréenne, c'est le Goguryeo. Goguryeo. Ok, je préfère quand tu prononces parce que c'est un petit peu mieux fait que moi, qui est plutôt au nord, et en bas c'est le Shilla. Exactement. Juste après, pendant l'époque médiévale, la Corée, elle devient un nouveau royaume unifié, qui va s'appeler le Goryeo, et qui donnera d'ailleurs son nom à la Corée plus tard. Et c'est à cette époque-là que l'on crée le premier livre imprimé au monde, donc c'est pas la Bible de Gutenberg, contrairement à ce qu'on pense en général, c'est bien un livre qui a été imprimé en Corée, qui s'appelle le Jikji, qui a été imprimé, je crois, en 1377. Et ensuite, à partir de 1392, la Corée, elle prend sa forme quasi actuelle, avec bien sûr la Corée du Nord, jusqu'en 1910 sous le royaume de Choson. On a vu tout à l'heure le Choson ancien, bah ça c'est le Joseon moderne. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que la Corée, elle se rapproche du modèle confucéen, donc respect de la famille, tout bien rangé. Et d'ailleurs, je trouve que ça explique pas mal encore la mentalité des Coréens d'aujourd'hui. Sauf que ça commence aussi à changer, avec la mondialisation. Donc il y a pas mal de changements actuels. Avec, après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la guerre froide, on a eu vraiment de gros changements. Donc
On a pas mal de conflits aussi à l'intérieur par rapport à justement des conflits de génération, avec l'ancienne génération qui est avec le grand respect et celle actuelle qui a moins ce respect, donc, mais plutôt individualiste. Et à partir de 1910, là c'est un petit peu la catastrophe, la Corée elle ne vit plus des jours très heureux, puisqu'elle est annexée par le Japon jusqu'en 1945. Et les pauvres Coréens ils sont réprimés sauvagement on va dire. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé à l'époque ? Si je me souviens bien en fait, parce que à l'époque en fait on ne pouvait même pas avoir de prénom coréen, il fallait avoir un prénom, il fallait avoir un nom japonais, donc ils voulaient carrément faire disparaître la langue coréenne en fait. Donc c'est ça qui a beaucoup marqué les personnes, enfin les Coréens de l'époque. En plus, on a eu pas mal je pense que c'est un peu pareil comme partout, mais on a eu pas mal de Coréens aussi qui ont été du côté du Japon, ils ont aussi réprimé d'autres Coréens. Il y avait pas mal c'était pas une période, comme tu dis, pas du tout une période joyeuse, et on garde donc un petit peu cette haine contre le japonais. Et en 45, le Japon a perdu, bon on sait tous que le Japon a perdu en 45, la Corée est alors divisée en deux zones à partir du 38e parallèle, il y a les Américains au sud et les Soviétiques au nord. Et comme toujours, dans ces cas, partout dans le monde, ça se finit mal. Il y a la République de Corée qui est formée en 48 et la Corée du Nord qui est formée en 49. Et à partir de 1950 jusqu'en 1953, il y a la guerre qui fait rage et ça se termine d'ailleurs avec une séparation officielle des deux pays. Et on sait bien aujourd'hui qu'il n'y a toujours pas eu de réunification de la Corée. Et d'ailleurs, on le sait peu, mais c'est la Corée du Nord qui était au début plus compétitive et la Corée du Sud très agricole encore. Vraiment à l'époque, même on voit ça pas mal avec les échanges internationaux aussi. Il y avait beaucoup plus d'ambassades nord-coréennes que sud-coréennes en fait. Ça a beaucoup changé maintenant parce que bon, c'est le régime autoritaire en haut, donc ça a pas mal changé. Mais au tout début, la Corée du Sud était vraiment beaucoup plus pauvre que la Corée du Nord. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges avec l'extérieur non plus. Et ensuite, la Corée du Sud a eu quand même pas mal de problèmes. Alors c'est un pays qui a connu un boom économique énorme. Au début, on disait que c'était agricole, mais ensuite ça s'est beaucoup développé. Mais ça s'est pas fait dans la simplicité, on va dire, parce qu'il y a eu quand même pas mal de putsch, de régimes autoritaires, des renversements. À partir des années 90, ça s'est un peu amélioré, mais de nos jours, il y a quand même encore de la corruption. Il y a des dérives autoritaires, il y a des influences sectaires quand même sur les présidents des dernières années, enfin une présidente des dernières années. Et même il y a quelques mois, il y a le président qui a encore déclaré la loi martiale. Donc même un pays qui nous paraît très démocratique, moi de mon idée paraît très démocratique, je suis pas sûre que toi t'aies le même avis sur ton pays. On critique. Après, c'est facile de critiquer son propre pays, je pense. Ne nous arrêtez pas pour avoir dit ça. Mais c'est très facile de critiquer son pays. Je pense que justement, donc, pas mal de Coréens critiquent beaucoup en ce moment, surtout, comme tu as dit, il y a quelques mois, donc le président qui a osé faire la loi martiale. La Corée, ça a toujours été un allié des États-Unis, la Corée du Sud en tout cas, pendant très longtemps. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé ces dernières semaines, avec l'élection de Trump, est-ce que vous êtes ravis ? Est-ce que c'est quoi l'avis général sur cette élection, sachant que il y a des changements d'alliance un peu en ce moment, on peut dire. En ce moment, oui. Qu'est-ce que c'est l'avis des Coréens sur Trump ? Il y avait, ces derniers temps, donc il y avait pas mal d'articles justement suite aux élections de Trump. La Corée était pas mal inquiète donc, de ce qui se passe aux États-Unis et de ce qui va se passer par rapport à notre alliance. On est très inquiet. On n'est pas forcément très content, je pense qu'on peut dire ça. Plusieurs entreprises de journaux, il y a plusieurs presses qui n'ont pas forcément toujours les mêmes avis en fait. La plupart aujourd'hui sont d'accord sur le fait qu'on n'est pas forcément très content et qu'on est bien inquiet de ce qui se passe actuellement. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur la Corée, on peut voir comment on fait pour s'y rendre. Parce que pour l'instant, je m'étais un peu facilité la tâche en choisissant un pays qui était un peu proche. Cette fois, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est possible de le faire en majorité en train, parce que on va voir que la fin, c'est un petit peu compliqué. Il y a 2 trajets, et les 2 trajets commencent au même endroit. Donc, je vous explique depuis Paris, parce que pour les trajets lointains, j'imagine que vous savez comment vous rendre à Paris depuis n'importe où en France. En partant de Paris, le plus simple, c'est de rejoindre Moscou. Donc ça, il y a plusieurs façons de le faire. Habituellement, il y a des trains vers Moscou en passant par la Pologne et par Varsovie. En ce moment, c'est un petit peu compliqué à cause de la guerre, il faut passer avec un bus par l'Estonie, et en plus, à tout moment, cette frontière peut être fermée, donc c'est pas forcément le truc à faire. Là, je vous parle de façon théorique. Mais c'est ça le chemin normal, on fait un Paris-Moscou. Ensuite, depuis Moscou, vous avez 2 options.
soit vous prenez le transsibérien jusqu'à Vladivostok. Donc le transsibérien, on pense souvent que c'est un seul train, en fait non, c'est juste un trajet sur lequel passent plein de trains sur plein de lignes. Le transsibérien de Moscou à Vladivostok, ça devrait vous prendre quelques jours quand même, et ensuite de Vladivostok, vous prenez le ferry vers Sokcho, et là vous êtes en Corée. Et moi par exemple, quand je suis allée à Sokcho, moi qui ai toujours rêvé de prendre le transsibérien, ça m'a interdit pour le moment parce que bon, je vais pas soutenir ce régime-là, mais j'ai été super émue de voir que j'étais si près de Vladivostok parce que c'est là qu'arrivent les ferries de la Russie. Et en fait, juste au bout d'un ferry de cette ville dont j'avais toujours rêvé parce que j'ai lu plein de livres quand j'étais petite sur le transsibérien, sur Vladivostok. Et donc j'étais assez émue de voir que c'était juste à côté. Et il y a une deuxième option. Donc là, ça vous fait arriver à Sokcho, qui est à l'est de la Corée. La deuxième option, c'est depuis Moscou de prendre le transmandchourien vers Pékin. Ensuite, vous prenez 2 trains au sein de la Chine vers la ville de Dandong. Et là, il y a un ferry vers Incheon. On dit Incheon ? Incheon. Qui est juste à côté de Séoul. C'est là qu'est l'aéroport d'ailleurs de Séoul. Bon, attention, je vous donne toutes ces infos, mais en ce moment, passer par la Russie, c'est très hasardeux. Le transsibérien, il roule toujours, et les ferries marchent encore depuis la Chine, mais de toute façon, vos cartes bleues ne passeront pas en Russie, puis ça reste un problème de soutenir ce régime, donc même si ça passe, en fait, dans les faits, même si je rêve de faire ce voyage dans le transsibérien, je vous conseille surtout pas d'y aller. Aujourd'hui, cet épisode, il est surtout là pour vous faire rêver. Et toi, Yeljin, du coup, d'habitude, bon, tu prends l'avion pour aller en Corée, oui. C'est clair. Est-ce que tu le ferais, ce chemin, si t'avais le temps et l'argent ? Et c'est pas une question piège, hein, t'as le droit de pas vouloir, parce que c'est très très loin. Est-ce que tu le ferais si jamais c'était possible ? C'est toujours la même base. Il faut que j'ai le temps, que j'aurais pas besoin de penser à la vie réelle et actuelle, et de l'argent. Oui, ça, je pense que j'aimerais vraiment beaucoup. Ça permettrait aussi de voir un peu l'Asie centrale, ou même, comme a dit Anne, d'essayer d'utiliser le train transsibérien. C'est aussi un des trains qu'on rêve un petit peu, donc ce serait pas mal, ce serait une bonne idée. Mais actuellement, n'ayant pas d'argent et pas de temps, je prendrais l'avion, c'est sûr. Donc si quelqu'un est là pour nous écouter, pour financer le voyage de Yeljin, nous sommes là. Ah, je dirais bien. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bon signe, mais ça veut dire qu'en général, ce qui nous bloque, c'est plutôt l'argent, le temps, mais c'est pas un manque d'envie. Sur place, le train, c'est assez facile, et d'ailleurs, c'est un des pays au monde où le train est vraiment c'est un des meilleurs réseaux au monde, à mon avis. La première liaison ferroviaire, elle était entre Séoul et Incheon, elle a été créée en 1899, et ensuite, la plupart des axes, ils ont été créés par les Japonais pendant la colonisation. Je peux dire colonisation ? Oui. Oui, c'est une colonisation. C'est une colonisation. Il y a 3378 km de rails, très exactement, et il y a à peu près la moitié qui sont électrifiés. Et d'ailleurs, l'électricité de la Corée, c'est pas mal de centrales nucléaires, mais aussi pas mal de charbon. Donc ça reste un mix énergétique correct, mais pas parfait. Les lignes, elles relient les principales villes du pays, notamment Séoul à Busan, et pas mal d'autres villes dans le pays. Il n'y a pas de liaison avec l'international, pour la raison qu'on connaît, parce que la Corée, c'est une île quasiment, à cause de la situation avec la Corée du Nord. Le réseau, moi, je l'ai trouvé super impressionnant, parce que le pays est très montagneux, et il y a énormément de tunnels. Je me rappelle avoir eu quasiment que des tunnels jusqu'à la première gare après Séoul, quasiment, pendant une bonne demi-heure, je pense, direction Busan. Ouais. Donc vraiment, je pense que le réseau a été compliqué à créer. Et ce qui est super pratique, c'est que contrairement à la France où on fait du yield management, c'est-à-dire que les prix varient en fonction de la demande, bien en Corée, les prix des billets de train sont fixes. En tout cas, les prix du KTX, qui est le TGV local, les TGV sont fixes. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce système ? Et est-ce que les gens, ils sont contents de ce système ? Je pense qu'il y a plutôt le côté où ils se rendent pas compte parce on n'a jamais eu vraiment de billets de train qui changent de prix. Mais quand on regarde les billets d'avion, parce que eux, ils changent de prix, on se dit oui, c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir un prix fixe. Par contre, contrairement à la France, en France, je sais qu'il y a des programmes, il y a pas mal de réductions, il y a des programmes de réduction, il y a même des abonnements aussi, je pense. Nous, on n'a pas de tout ça. Donc, il y a pas mal de personnes qui font beaucoup de trajets et qui demandent des abonnements, en fait, plutôt de créer. Par contre, par rapport au prix fixe, on trouve que c'est bien. Donc, je le disais, le TGV là-bas, c'est le KTX, et il y a aussi le SRT, c'est ça ? C'est SRT, exactement. Et donc il y a principalement des TGV, j'ai l'impression, mais il y a aussi des petites lignes, et d'ailleurs il y a des lignes touristiques que tu... Justement, il y a pas mal de lignes touristiques. Apparemment, ça peut se voir sur l'application Korail, donc l'application du train pour prendre le train en Corée. Il y a pas mal de petites lignes, surtout au niveau des côtes, pour être plutôt touristique. Donc c'est pas forcément pour faire un trajet, pour aller quelque part, mais plus pour voir la vue, pour voir les villes. Et il y a pas mal de petits trajets, donc un peu par-ci par-là. Donc ce serait aussi intéressant si on est touriste en Corée à utiliser le train pour justement profiter un petit peu du cadre.
En plus des trains, il y a des bus partout, et des bus de qualité, parce que je sais que je les ai pris, et franchement, quand je m'étais réveillée à 5h du matin, je crois, pour prendre le train et ensuite prendre le bus, j'étais bien contente de m'endormir dans les bus très confortables, où il y a des prises, il y a le wifi, il y a tout. Donc franchement, les bus, le confort est vraiment très bon dans les bus. Le maillage est très bon aussi, j'ai l'impression qu'on peut aller dans pas mal d'endroits. Et pour les transports sur place, dans toutes les villes de Corée, vous pouvez utiliser la carte T-Money, qu'on peut recharger partout et utiliser pour payer les transports. C'est super pratique. Et du coup, est-ce que toi, tu penses qu'en tant que touriste, on peut aller en Corée du Sud et profiter sur place sans prendre la voiture? Parce que les gens se posent souvent la question, est-ce que c'est possible? Pour moi, c'est possible, mais encore une fois, je pense que je suis un peu biaisée parce que je parle bien coréen, je lis le coréen, enfin je suis coréenne, donc je n'ai aucun mal à voir les lignes, à regarder les lignes, ou même au niveau du bus, vous avez certains bus où vous n'auriez pas du tout de... Il n'y aura pas du tout d'anglais en fait, donc il faudrait savoir où descendre, donc bien à l'avance. Mais je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de Coréens qui ne prennent justement pas du tout de voiture et qui n'ont même pas du tout de permis, parce que tout est bien fait. Donc pour pouvoir se déplacer à l'intérieur du pays, tout est facile. Il y a pas mal de personnes sur toute la génération actuelle, donc ceux qui sont nés en 2000, il y a beaucoup de pourcentages qui n'ont pas du tout de permis de conduire. Mais je suis biaisée parce que je parle coréen. Donc, en étant une personne qui ne peut pas lire le coréen et qui ne peut pas forcément parler coréen, je ne sais pas. Je sais que moi, je me suis débrouillée parfois sans toi, où tu m'avais expliqué les choses, mais j'étais sans internet et sans rien dans Séoul, qui est quand même une ville assez standardisée, donc on comprend assez vite, mais j'ai pas eu de problème. Donc je pense que ça doit pouvoir se faire dans les villes, peut-être qu'ailleurs ça devient plus compliqué. Après, là, en général aussi, c'est un petit peu ce fait-là. Les Coréens sont très curieux des touristes. Des touristes perdus. Exactement. Donc, ils vont souvent venir vous voir, venir parler. C'est très récent, en fait, le fait que la Corée soit un peu touristique. Donc, ils vont vraiment venir vous voir pour vous demander où vous allez, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici. Maintenant qu'on a expliqué comment on fait pour aller en Corée et comment on se déplace sur place, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait sur place. Parce que c'est pour ça qu'on est là aussi. Moi, je suis restée 3 semaines en Corée pendant la période des cerisiers en fleurs, donc beaucoup moins peuplé qu'au Japon, donc une très bonne idée, je pense, d'y aller à ce moment-là. Et je suis très contente, moi, d'avoir pu visiter la Corée, non pas en tant que vrai touriste, mais accompagnée d'une personne qui s'y connaît, parce que je pense que mon expérience a été différente de ce que j'aurais pu voir en ne connaissant pas, en fait, du tout sur place. Alors, je vais vous présenter un petit peu notre trajet sur place, ce qu'on a visité. On arrive à Séoul et on a pris le train et le bus pour se rendre à Gyeongju. Assez impressionnant, des énormes monticules de terre en fait, où il y a les tombes royales de l'époque, donc j'étais très contente d'y aller. Et juste à côté, on a pu voir le temple Bulguksa, premier temple que je visitais. Donc le premier, j'étais contente de le voir. C'est vrai qu'après, quand on a vu beaucoup de temples en Corée, ils se ressemblent un petit peu tous, donc j'étais contente d'en voir un, et je pense que c'est très intéressant d'y aller. Et d'ailleurs, celui-là était assez beau. Et ensuite de Gyeongju, on a pu se rendre à Busan, on a passé quelques jours à Busan. On a d'ailleurs vu ce que j'ai préféré, je pense, c'est peut-être le parc Taejongdae, qui est tout au bout de Busan, parce qu'il y avait des chats un petit peu perdus, un petit peu partout. Alors on était en pleine période de pollution, donc on était avec nos masques dans le parc, mais c'était quand même assez sympa. Voilà, donc c'est peut-être ça que je conseillerais plutôt à Busan. C'est pas forcément le truc où vont les touristes, je pense. Je pense pas. Ensuite, on a pu aller dans un endroit, je pense que aucun touriste ne va, la campagne coréenne. Donc cette fois, on a dû y aller en voiture. Je suis pas sûre qu'on aurait pu s'y rendre sans en voiture. On peut prendre des bus, parce que je l'ai déjà fait en fait en bus. Vraiment, on était vraiment au fin fond de la campagne coréenne. Et ensuite, on a pu rentrer à Séoul en passant par Jinju au passage, où on a vu le palais de Jinju qui était aussi assez impressionnant. Et à Séoul, on a passé pas mal de temps. Alors je sais que moi j'ai passé pas mal de temps toute seule, ce qui m'a permis de faire tous les trucs de touriste, donc j'étais très contente. J'ai vu notamment les 2 grands palais où il y a beaucoup de gens en tenue traditionnelle qui sont des touristes totalement qui s'habillent en tenue traditionnelle. C'est assez marrant d'ailleurs à voir, parce que partout vous avez des gens qui se prennent en photo en tenue traditionnelle. Je pense que c'est aussi parce que quand on est en tenue, l'entrée est gratuite pour entrer dans le palais, donc. J'ai aussi visité les petits quartiers traditionnels qui ont été totalement reconstruits, je pense, du type Bukchon, qui sont devenus aujourd'hui des endroits où il y a beaucoup de boutiques de touristes. Après, c'est quand même très sympa, parce que moi, c'est l'idée que je me faisais de la petite maison coréenne, mais c'est vrai que ça fait très reconstruit. Et ce que j'ai aussi visité et que j'ai bien aimé,
c'est l'ancienne muraille en fait de Séoul, parce qu'il y a certains coins qui ont été repris et refaits et donc qui sont assez touristiques, mais en fait si vous suivez le trajet complet, déjà c'est très montagneux parce que j'étais bien fatiguée quand même en montée tout, et surtout j'ai croisé personne à certains endroits. On a une vue sur Séoul qui est magnifique et les gens me faisaient des coucous parce qu'ils se demandaient mais qu'est-ce qu'elle fait cette européenne là toute seule. Bon, c'est très très long hein, mais c'était quand même intéressant avec des très belles vues. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que si vous n'avez pas la possibilité d'aller à Gyeongju, il y a des tombes aussi dans Gangnam, qui sont les tombes du roi Solong, je crois que c'est ça. Oui. Et donc ça vous permet d'avoir une idée de l'architecture en fait de ces tombes anciennes au plein cœur de la ville. Oui. Et c'est un endroit très calme, et moi j'ai adoré parce que c'était à l'époque des cerisiers en fleurs, et donc j'ai pu profiter des cerisiers vraiment avec personne autour de moi, donc très sympa. Les endroits où vont souvent les touristes, c'est les quartiers de Gangnam et de Hongdae. Qui sont les quartiers un petit peu pour sortir, les quartiers des jeunes, on va dire. Quartier des jeunes. C'est vraiment les quartiers des jeunes et le quartier où on boit beaucoup. C'est ça. Alors moi, c'est pas trop mes quartiers à moi, mais c'était quand même sympa de les voir. C'était intéressant de voir toutes les cliniques de chirurgie esthétique partout, de voir ces choses un peu étranges, de voir les panneaux de lumière un peu partout qui sont pas trop habituels pour nous. Donc j'ai trouvé ça sympa, c'est intéressant à visiter. Super. Un peu le quartier de fête. On a beaucoup de quartiers de fête, mais ça fait partie donc. Ce qu'on a visité d'autres, c'était Suwon, à proximité de Séoul. Alors c'est un peu les mêmes city walls, comment on dit, les mêmes murailles qu'à Séoul. Donc vous pouvez y aller, c'est intéressant, mais c'est beaucoup plus touristique à mon avis. Et on est également allé dans le parc national de Soraksan. Donc là, on a pu visiter pas mal de randos. D'ailleurs, ça monte beaucoup. Moi, ce qui m'a étonné, c'était le fait que c'était très bétonné au final. En fait, c'est une nature qui est protégée, mais qui est quand même... Il y a des milliers d'escaliers, c'est-à-dire que pour monter à la vue, même avec du 800 mètres de dénivelé, je pense, tout le long, c'est des escaliers. La vue, c'est un peu comme ce qu'on pourrait voir dans certains parcs nationaux américains, comme Yosemite, par exemple. Moi, ça m'a fait penser à ça. D'ailleurs, on voit la Corée du Nord là-bas, donc moi j'ai trouvé ça marrant de se dire là-bas c'est la Corée du Nord. Voilà, et on a fait d'autres promenades vers des chutes. Moi je conseille d'aller à Soraksan, et notamment aussi à côté il y a la ville de Sokcho dont je vous parlais tout à l'heure, qui était aussi assez sympa à proximité. Ça peut être une idée d'aller là-bas. Ouais, exactement. Ce que j'ai bien aimé dans ce voyage, c'était la possibilité d'aller dans des endroits où je serais pas allée en tant qu'Européenne, parce qu'il y a des endroits, je pense qu'ils étaient recommandés dans aucun guide, ces endroits où toute la famille nous a emmenés. J'étais super contente de pouvoir y aller, parce que je pense que c'est pas des trucs de touristes. Et notamment, par exemple, je me rappelle des bains pour pieds à Busan, où il y avait un petit panneau écrit en coréen à l'entrée, et en fait, dans la ville, vous pouvez aller mettre vos pieds au bord de la mer, dans l'eau, mais dans un petit bassin de source chaude. Jamais j'aurais mis les pieds là-bas, si t'avais pas été avec moi. Donc ça, j'ai bien aimé, c'était génial. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'était les bains tout nus, les jjimbang, comment on dit? Jjimbang. Parce qu'en fait, j'appelle ça les bains tout nus, ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais en fait c'est des bains coréens où il y a pas mal de sauna, et derrière vous avez des bains effectivement où on est tout nu, mais j'aurais pas eu l'idée d'y aller, je pense, si t'avais pas été avec moi. Donc d'ailleurs il y a une cantine, c'est ça qui était génial, on était en petit pyjama et on a été manger un bulgogi le midi. On nous donne un pyjama, on peut prendre la douche, il y a pas mal de choses, on peut même, à l'époque, on pouvait même trouver en fait des endroits pour justement laver nos vêtements. Okay. Et en plus, on peut dormir, parce que c'est souvent des lieux qui sont ouverts 24 heures sur 24 en fait, donc on peut dormir à l'intérieur. Et aujourd'hui c'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui tout est devenu un peu plus cher, mais à l'époque, avec 3000 won, donc c'est 2 € aujourd'hui, donc c'est 2 € aujourd'hui, avec 3000 won on pouvait rentrer, et c'était une rentrée pour 24 heures. D'accord, c'est génial. Donc c'était... Pour les personnes donc, qui étaient un peu en difficulté, il y en avait beaucoup qui faisaient ça. Donc, à l'époque, d'ailleurs, on disait que c'était une époque où on n'avait pas beaucoup de SDF. Parce qu'il y avait beaucoup de Simjilbang. Il y avait beaucoup de Simjilbang. Aujourd'hui, on n'en a plus trop, et c'est un peu plus devenu comme des bains de luxe. C'est devenu cher, c'est devenu un peu plus luxueux, et du coup, ça n'a plus la même... C'est plus la même chose. Exactement. Ça a pas mal changé. La Corée, je trouve que comparé à la France, ça change très vite. J'y vais presque tous les 2 ans, et à chaque fois, je trouve qu'il y a quelque chose qui ont changé. Tu reconnais pas toujours? Pas toujours, exactement. Si je devais vous conseiller du coup des endroits à visiter en Corée, peut-être commencer par Séoul, aller peut-être à Soraksan et à Sokcho juste à côté pour goûter les spécialités de la mer d'ailleurs aussi, et descendre aussi à Gyeongju, je pense. Ça dépend du temps que vous avez, mais ça je pense que c'est un peu des incontournables, on va dire. Aller à Gyeongju et aller à Busan ensuite. Ça c'est un peu
un Le programme classique. très classique. très classique. Mais toi, Yejin, en tant que touriste, c'est pas vraiment touriste, mais qu'est-ce que tu rajouterais peut-être à visiter? Des choses que nous, on n'a pas faites, par exemple. Et c'est quoi ton endroit préféré en Corée aussi? Ce que j'ai jamais vraiment fait et que j'aimerais vraiment faire, c'est Posang, donc plantation de thé. Apparemment, c'est pas mal beau à voir, donc je n'ai jamais fait moi non plus, donc j'aimerais bien visiter. Et sinon, d'après ce qu'on n'a pas fait, je pense que Anne va peut-être en parler, mais il y a aussi Jeju, l'île Jeju, oui. une grande île touristique, parce que au milieu vous avez un énorme volcan, et après il y a le bord de mer en fait. Donc vu que c'est une île, c'est un peu la destination des voyages de noces de l'époque de mes parents. Si on me dit quel endroit je préfère, je pense que c'est quand même plus Busan pour moi. Mais c'est pas forcément parce que c'est très touristique, mais c'est plus pour la nourriture. On trouve pas mal de bonnes choses à Busan, je pense. Je trouve. Enfin, C'est vrai qu'on avait bien mangé, oui. on mange bien. Busan, vraiment, On mange une bonne bien. destination pour manger. Donc un autre sujet dont je voudrais parler, et particulièrement sur la Corée, c'est les clichés. Parce qu'avant d'y aller, moi j'avais pas trop d'avis. Bon alors ça fait des années que j'en entends parler grâce à toi, donc j'avais très envie d'y aller, mais j'avais pas tant de clichés que ça. Mais une fois sur place, moi j'ai été étonnée par beaucoup de choses. Et pourtant c'est un pays que je connaissais par, par toi, indirectement. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont étonnée, parce que c'est un pays que je trouve très bien rangé en fait. C'est-à-dire que tout est adapté pour le confort des gens. C'est assez impressionnant. Par exemple, un jour il a plu, on nous a donné dans le métro des petits plastiques pour mettre sur les parapluies. C'est un pays aussi qui a, à mon sens, pas d'odeur, parce que quand je suis rentrée en France, et ben, j'ai senti des odeurs de fleurs, beaucoup de choses, et je trouvais que c'est un pays qui était assez... on fait tout en fait pour que les gens se sentent bien, j'ai l'impression. Mais peut-être un peu trop pour moi, c'était peut-être un peu trop. Il y a un autre cliché aussi qui a confirmé ce que je pensais un peu, c'était le côté où on respecte beaucoup la famille. Par exemple, toi t'es la sœur aînée, et c'est sur toi que retombent toutes les responsabilités, parce que tu dois respecter tes parents, mais en même temps tu dois tout payer pour ta petite sœur. Après, je pense que c'est aussi ma génération. C'est en train de changer aujourd'hui, mais je suis un peu la génération entre, donc je garde certaines traditions, dont le respect pour la famille, le fait d'être la grande sœur, donc de faire tout. Mais je sais que les jeunes d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas, mais on garde quand même ce petit côté traditionnel. Ça va prendre du temps à changer, je pense. Et ça changera peut-être pas. Bon, il y a pas mal d'autres choses qui m'ont étonnée. Par exemple, on essuie les roues de valise quand on rentre dans une maison. On peut se garer dans la voie la plus à droite sur la route, c'est pas grave. Il y avait aussi le fait qu'on peut aller dans les toilettes dans des immeubles au pif, il y a pas de problème. Il y a les toilettes dans toutes les stations de métro, ça aussi ça m'a étonnée. Et aussi, c'est le fait que les fruits, c'est tellement cher que c'est un cadeau là-bas, on les offre comme un cadeau. Les deux autres choses qui m'ont étonnée quand même, c'est le fait que les Coréens mangent beaucoup. Alors on mange 3 repas à la suite, ils boivent beaucoup, ils mangent beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de manger 3 repas à la suite? On ne fait pas toujours. Là, c'est aussi parce que tu étais mon invité, donc il fallait bien recevoir. Mais après, oui, souvent, surtout le soir par exemple, on va souvent dire, on va faire la première partie, la deuxième partie, jusqu'à la troisième partie, c'est assez récurrent quand même. En coréen, ça va dire ilcha, icha, samcha. Souvent, on va commencer par de la viande. Après, on va aller plutôt pour manger quelque chose un peu plus léger, mais plus dans les nouilles, par exemple. Et après, on va encore repartir sur de la viande ou sur du barbecue d'intestin, ces choses-là. C'est assez récurrent, c'est vrai, et souvent accompagné de l'alcool. C'est devenu une tradition. Mais je pense, d'après ce que je sais, c'était depuis très 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 longtemps. Donc même la période de Goryeo ou Joseon, on faisait souvent ça en fait. Donc d'ailleurs, j'étais assez surprise parce que j'ai fait médecine en France. La première année de médecine, quand on avait fait un cours sur donc l'alcool, ils avaient dit que les Asiatiques en général n'avaient pas un gène qui permettait de bien digérer l'alcool, on va dire ça comme ça. Sauf, entre parenthèses, il y avait le écrit sauf les Coréens étaient connus depuis très longtemps, pour beaucoup boire. Si on me demande pourquoi, je sais pas. C'est vrai que moi ça m'a impressionné parce que les Coréens ils ont quand même une image de gens très carrés, qui travaillent beaucoup, qui font tout bien. Et le soir, quand tu te promènes dans Kokdam, t'as des gens qui vomissent partout. Il y a des gens qui viennent te vendre des bouteilles de soju qui te font faire des jeux pour te faire gagner de la bière. Il y a des bouteilles de soju géantes qui se promènent. Ouais. Je trouve ça impressionnant en fait, la différence entre ces deux mondes en fait. Comme si en fait il y avait besoin de surcompenser le fait que t'as été trop... Vraiment, vraiment ça en fait. On est très oppressé et du coup on veut trouver un moyen de déstresser exactement
un peu à l'extrême, mais ça part souvent pas sur l'alcool du coup. Il y a un dernier truc qui m'a étonné, c'est la consommation de plastique. Bon, le côté écolo, moi, ça me tient un peu à cœur, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une consommation de plastique un petit peu à outrance. J'ai l'impression que c'est un pays qui est moins écolo que d'autres, mais peut-être que ça change en fait. Qu'est-ce que c'est ton avis sur la question? Moi, je suis complètement d'accord avec Anne du fait que notre pays n'est pas très bien encore sur le point de vue environnemental, on est beaucoup plus sur le confort, sauf que actuellement c'est en train de pas mal changer, donc parce qu'on subit ces problèmes-là, parce que nous sommes un pays où l'hiver il fait très froid, l'été il fait très chaud, et aujourd'hui on se rend compte qu'on a de plus en plus de problèmes donc liés à l'environnement, avec beaucoup plus de typhons, avec beaucoup plus de tempêtes, beaucoup plus d'inondations, donc de problèmes d'inondation, de sécheresse aussi, donc que l'on connaissait vraiment pas du tout. Et donc il y a pas mal de personnes qui se rendent compte de ce problème-là. Et les dernières élections américaines, donc avec le président américain actuel qui avait énoncé le fait que ça n'existait pas, je pense que ça a dû bien alarmer les Coréens en fait. En plus du fait qu'on n'est pas très content de ces élections-là. Donc ça a pas mal joué le coup. Je sais qu'aujourd'hui, on fait plus attention, on en parle beaucoup plus sur les médias, sur les réseaux sociaux aussi d'ailleurs, les réseaux sociaux coréens. C'est devenu un sujet un petit peu d'actualité en fait, et tout le monde en parle, même que ce soit la génération de mes parents, que ce soit ma génération, celle de ma sœur qui est plus jeune. Vraiment, beaucoup plus de personnes commencent à énoncer le problème en fait. Là, on a beaucoup de Coréens qui en parlent, qu'il faut pas aller vers le confort, mais il faut vraiment aller vers la nécessité. Et il y a une différence culturelle que j'ai vue entre la Corée et la France, c'est que les Coréens, ils prévoient pas trop les choses. Alors je sais pas si c'est toi ou si c'est tous les Coréens, mais j'ai quand même eu l'impression que c'était ça. Et je me suis dit que les Coréens pouvaient se permettre de rien prévoir parce que le monde qui les entoure, il est extrêmement fiable et super prévisible. C'est-à-dire que le métro, il est toujours à l'heure, il y a des toilettes partout, il y a à manger partout, à Soraksan, même au milieu de nulle part, dans un parc national, il y avait toujours à manger. T'es jamais pris au dépourvu en tant que Coréen, et du coup c'est pas grave en fait si tu changes tes plans au dernier moment, parce que t'es toujours safe. Alors que en France, rien que pour les transports, pour prendre un bus ou un train pour aller dans une autre région, tu dois prévoir à l'avance. Il n'y a pas toujours d'horaire précis, s'il y en a, t'as des chances de rater tes correspondances, donc il faut prévoir des plans B ou C. En France, t'as l'obligation d'anticiper, d'être plus prévoyant, c'est pas le cas en Corée, donc je trouvais ça intéressant. Je suis complètement d'accord, donc encore une fois, donc on est beaucoup dans le confort, je pense. Donc on prévoit tout pour que la personne n'ait pas trop de choses à penser. À penser, c'est ça. En fait, ça simplifie la vie. Mais ce qui est bien, mais j'ai l'impression que si un jour il y a une apocalypse, on sera peut-être plus débrouillard en France qu'en Corée. Ah, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, pas mal de Coréens en parlent. C'est vrai ? On dit que dès qu'il y aura plus d'électricité, par exemple, si on a une panne d'électricité... Les serrures, elles marchent pas. Ce sera fini. Oui, exactement. Il y a beaucoup de personnes coréennes qui vont pas trop savoir comment utiliser certaines choses. Alors qu'en France, il faut le savoir, parce que sinon, c'est pas possible de vivre, entre parenthèses. Je me demande toujours, est-ce que je retournerai dans le pays dont je parle aujourd'hui ? La Corée, j'y retournerai pas forcément tout de suite, je pense, parce qu'on en revient. C'est aussi un pays assez aseptisé et tout bien rangé, ça m'a un peu dérangé. Je suis très contente d'y être allée, mais je suis pas sûre que ce soit un de mes pays préférés quand même. J'ai beaucoup aimé y aller, mais je suis pas sûre que j'aimerais habiter là-bas, par exemple. Mais je vous invite à y aller quand même, parce que ça reste un pays très intéressant. La Corée, c'est un pays qui est hyper occidentalisé, donc vous pouvez boire l'eau, il y a tout qui est très accessible, assez bien expliqué quand même. Et même si tout le monde parle pas la langue, comme je disais, moi je me suis quand même débrouillée les fois où j'étais toute seule. Si vous voulez faire votre premier séjour tout seul, je pense que la Corée est une bonne option. Vous aurez un choc des cultures, je pense, mais ce sera pas au niveau des standards d'hygiène ou de la vie occidentale. Ce sera même beaucoup plus propre en Corée qu'en France. Et d'ailleurs, il y a une exemption de l'autorisation de voyage électronique jusqu'à la fin de l'année 2025, donc c'est encore plus simple de s'y rendre qu'avant. La monnaie là-bas, c'est le won. Donc pour 100 000 won, vous aurez environ 66 €, quelque chose comme ça. Pour vous repérer sur place, attention, Google Maps ne marchera pas parce que les données ne peuvent pas être stockées à distance en raison du conflit avec la Corée du Nord. Donc il faut télécharger une appli locale du type Kakao Maps. Je trouvais que ça marchait assez mal. Vous pouvez opter pour des forfaits spéciaux pour avoir la possibilité d'avoir internet, mais je suis pas sûre que ce soit nécessaire parce qu'il y a tellement du Wi-Fi partout, même dans les bus de petites campagnes, que vous n'aurez jamais quasiment besoin de 4G.
Moi, je suis restée 3 semaines, j'avais pas de forfait, ça m'a pas embêté. Même si j'étais avec toi, ce qui m'aidait quand même beaucoup. Du wifi partout. Peut-être que je me suis pris plein de virus, mais en tout cas, j'ai... Ah, ça, c'est autre chose. La meilleure période pour y aller, pour moi, ce serait en mars-avril. Je trouve que c'était une bonne chose, parce qu'il y avait les cerisiers en fleurs. Peut-être qu'en mai, ça va aussi, mais après, plus tard, je pense qu'il fait très chaud. Très chaud et très humide. Il pleut, donc pas trop la bonne période. Septembre-octobre, c'est très très bien aussi. Il fait chaud, mais pas trop chaud, et il fait très beau. Si vous voulez quand même essayer d'aller dans le froid, parce que, pourquoi pas l'hiver, qui fera facilement, ça descend vraiment facilement jusqu'à -10. Donc vous auriez de la neige, vous auriez le froid. Yejin, est-ce que tu veux nous dire un dernier truc pour nous donner envie d'aller en Corée? La nourriture est quand même très bonne. Là, actuellement, si on parle d'actualité, le won a beaucoup chuté. Donc si vous y allez en ce moment, vous allez bien trouver tout pas trop cher. Les entrées pour les musées aussi en Corée, pas cher comparé en France. Si vous êtes plutôt fan de la nature vraiment, mais la nature sauvage, je conseillerais pas trop la Corée en effet parce que on retravaille un peu tout, mais si ça vous dérange pas que ce soit un petit peu retravaillé. Après, pour trouver des choses atypiques, c'est vrai que c'est un peu moins ce qu'on pense en fait. Et est-ce que tu peux nous donner quelque chose pour nous donner envie de voyager en train sur place? Le prix du train est vraiment pas très cher. Comparé à la France, je trouve vraiment que le prix du train est très avantageux. Et comme je vous ai dit, il y a des trains de tourisme qui sont un petit peu exprès aussi. Ils sont vraiment pas trop chers non plus. Dans la plupart, pour 2-3 euros, en fait, vous pourriez faire un petit trajet de 30 minutes à 1 heure, au bord de mer, dans les montagnes ou au milieu des beaux cerisiers. Et l'intérieur des trains sont très propres. La Corée en général est très propre. Vous avez des toilettes assez propres aussi. Sur place, en tout cas, le train est vraiment une très très bonne option. D'ailleurs, beaucoup de Coréens les utilisent pour le tourisme sur place. Et en plus, vous n'auriez pas tous les embouteillages de Séoul. C'est une très grande ville avec beaucoup de voitures. C'est pas forcément la meilleure idée de prendre la voiture en fait. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de visiter la Corée. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aviez déjà visité la Corée. Merci Yejin d'avoir été là pour discuter de tout ça. De rien. Dites-moi quel pays vous aimeriez visiter la prochaine fois. Et je vous dis à bientôt quelque part dans le monde, que ce soit à pied, en train ou en bus tout confort, mais surtout sans trop de CO2.